On va démarrer notre table ronde. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Donc moi j'ai quelques questions pour nos intervenants, mais si vous en avez, n'hésitez pas à vous manifester, puis on vous passera la parole au fil de l'eau. Mick, je commence par toi. Les entreprises, elles ont besoin. Alors les grandes ont suffisamment de conseils, mais comment ça se passe pour accompagner les entreprises autour de l'IA générative et de tout ce qui est souveraineté? Elles comprennent ça? Elles comprennent ce qui se passe vraiment ou pas? Non. Non, clairement, c'est ce que je disais. Elles ne comprennent pas et en toute honnêteté, elles s'en foutent. Et on peut les comprendre. Une entreprise, elle doit avant tout vivre, survivre, se développer et donc aller vers les solutions les plus performantes qui lui sont accessibles le plus rapidement. Si tu ajoutes à ça le fléau du shadow AI, je crois qu'on n'a pas encore parlé ce matin, donc c'est le fait que les collaborateurs eux-mêmes utilisent des IA grand public dans l'entreprise sans que l'entreprise le sache. Les derniers benchmarks montrent que c'est autour de 60% de collaborateurs dans les entreprises qui utilisent des chats GPT, par exemple, au quotidien sur les données d'entreprise. Ça montre bien que personne n'est préparé à ce qui est en train de se passer. Donc le tout premier sujet, effectivement, c'est cette prise de conscience dans l'entreprise, généralement à un assez haut niveau, de ce qui est en train de se passer et de se dire, est-ce que je peux en faire un véritable axe stratégique? Est-ce que l'IA peut me donner un avantage compétitif? Est-ce qu'avec l'IA, je vais pouvoir transformer mes processus, je vais pouvoir peut-être créer des nouveaux produits, je vais peut-être pouvoir créer de nouveaux services et mettre l'IA véritablement au service de ma stratégie? Quand il y a ce début de prise de conscience, alors on va pouvoir dérouler une stratégie, trouver les meilleurs cas d'usage et avancer sereinement. Antoine, comment on accompagne aujourd'hui les clients dans l'adoption de l'IA? Comment ça démarre aujourd'hui? Parce que évidemment tout le monde a plein d'idées, il faut prioriser. Alors qui est-ce qui priorise? Comment ça se passe? Aujourd'hui, effectivement, dans l'entreprise, il y a deux grandes catégories. Il y a les gens un peu qui démarrent et puis les gens qui sont un peu plus avancés. Donc effectivement, il faut sans aucun doute prioriser les use cases et puis agir sur les processus qui vont avoir le plus de ROI pour l'entreprise. Et de fait, aujourd'hui, la souveraineté n'est pas forcément la première des questions si l'expérience client ou l'expérience utilisateur final n'est pas là. Donc évidemment, le niveau de performance et de qualité qu'on peut délivrer pour construire des use cases, il est fondamental. Mais aujourd'hui, nous, en ce moment, typiquement, on va prendre un exemple très concret, je ne dirais pas chez qui c'est, mais on a un appel d'offres, on a en face de nous ChatGPT et Anthropic. Autant dire que le niveau d'attente est assez important. Et pour autant, c'est des entreprises qui, évidemment, financées à hauteur de plusieurs milliards, niveau d'expérience extrême, mais très orienté B2C. Et donc, ce qu'on va apporter aussi, c'est cette approche plutôt B2B, connexion de données d'entreprise, capacité à interroger des bases de données avec des LLM, donc de mixer la partie chiffres et la partie lettres quelque part, qui va simplifier aussi ces accès-là. Et donc, faire monter progressivement l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise sur une expérience qui va être peut-être différente, peut-être un tout petit peu moins disante que ce que peuvent apporter Anthropic ou ChatGPT, mais beaucoup plus connectée aux données, à la culture de l'entreprise. C'est comme ça qu'on peut démarrer et trouver une voie où des acteurs européens peuvent prendre de la place dans les entreprises. Sur la priorisation des projets, je ne sais pas si l'un de vous veut... Comment les entreprises doivent aborder un peu ce sujet-là? Moi, je rencontre beaucoup. Je peux donner un témoignage. Ça a été un petit peu dit tout à l'heure. Ces dernières années, les entreprises qui sont allées sur l'IA ont eu une tendance à s'éparpiller. C'est-à-dire à réaliser 5, 10, 15, 20, parfois 50 ou plus cas d'usage qui restaient souvent à l'état de POC. Je rencontrais un membre du COMEX d'un grand distributeur qui disait, moi, j'arrive pas à avoir l'attention du reste du COMEX si j'arrive pas avec des projets qui ont au moins un impact de 100 millions d'euros. Donc, je me concentre sur 4 projets d'IA et j'accepte de faire toute la transformation qui va avec dans l'entreprise pour parvenir à amener ces 4 projets d'IA qui transforment vraiment notre manière de travailler, qui transforment vraiment notre business et que donc, on va avoir cet impact. Et c'est un des autres éléments, il va falloir accepter dans l'entreprise que l'IA amène une transformation. Ce n'est pas juste un outil qu'on pose là et puis on a un nouvel outil dans notre boîte à outils. Si on veut bien l'utiliser, qui délivre véritablement de la valeur, il doit engager une transformation aussi des processus et de l'organisation. Alexis puis Olivier. Ouais, ce qu'il faut voir aussi,
c'est que les entreprises, elles ont vu l'IA arriver comme ça et elles n'étaient pas organisées. Donc ce qu'on voit, et je suis d'accord avec Mick, c'est vraiment, on est beaucoup à l'état de POC. Il y a plein de projets qui se lancent et qui ne sont pas du tout gouvernés. Et donc, au final, pour passer à l'échelle, c'est là où ça devient complexe. Et c'est pour ça que, par exemple, avec des solutions comme Sinequa, on peut passer à l'échelle facilement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que les technologies pour faire de l'IA générative, quand on parle de LangChain, quand on parle de... Il y a énormément de choses qui sont faites pour que ce soit facile et pour qu'on ait l'impression que ça se fasse facilement dans l'entreprise. Mais au final, pour passer à l'échelle et pour pouvoir industrialiser tout ça et le mettre à disposition d'une grande entreprise, c'est beaucoup plus que juste les promesses qu'on veut nous donner. Et c'est là où c'est intéressant. Olivier? Oui, tout à fait. Pour compléter, nous, ce qu'on a vu, c'est que très vite, tout le monde a voulu s'emparer de ces nouvelles technologies qui étaient de prime abord assez faciles à mettre en œuvre. Ça a été testé sur des périmètres assez restreints, donc peu de données, de la donnée de qualité. Les collaborateurs étaient motivés, étaient moteurs, donc j'allais dire tout se passait bien. Et c'est vrai que quand il y a eu ce OK, on passe à l'échelle, là c'était plutôt un peu on se prend les pieds dans le tapis parce qu'on rencontre la vraie vie en fait, j'allais dire. Et là ça va être des bases de données qui sont parfois obsolètes. L'info, elle est dans la tête des collaborateurs. Les collaborateurs, c'est du changement. On a beau dire, vous verrez, c'est facile, vous avez juste à questionner, et puis c'est ce que vous faites tous les jours avec vos collègues. Et sauf qu'en fait, dans la vraie vie, quand le collaborateur est face à un écran, à un chatbot, il va faire une recherche par mots-clés, ou en tout cas, il ne va pas faire la bonne recherche qu'on voudrait qu'il fasse. Et donc, il y a tout ce travail de conduite du changement aussi qui est à noter. Et du coup, les enjeux de souveraineté, ça passe... Alors, moi, je suis un petit peu... Voilà, moi, j'ai pas le même parti pris que Mick, parce que nous, on rencontre quand même beaucoup de clients qui, effectivement, sont sensibles à où est-ce que va ma donnée, comment elle est traitée, et notamment, sur tous les modèles américains, il y a quand même cette volonté de, si on peut, alors j'ai pas dit qu'ils le font, mais si on peut, on veut essayer de faire sans. Oui, Fatih. Ouais, j'ai un ajout là-dessus. Alors, chez Exaion, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une filiale du groupe EDF. Donc on connaît très bien en fait, les institutionnels et les institutionnels sensibles. On gère aujourd'hui des centrales nucléaires, des barrages hydro, etc. Donc ces problématiques qui sont prégnantes au sein des grands groupes, on les connaît. Et en étant des anciens salariés d'EDF et incubés par le groupe EDF, on connaît aussi très bien les problématiques du groupe EDF. Donc ce qu'on a réussi à faire en fait, depuis 2020 chez Exaion, c'est à chaque fois de faire du groupe EDF quasiment l'un des pionniers dans toutes ces nouvelles technologies, que ce soit la blockchain, que ce soit l'IA, et aujourd'hui déjà dans le quantique, parce qu'on connaît les problématiques d'intelligence artificielle et on connaît, nous, en interne, les problématiques d'un énergéticien. Et ce qui est important ici à noter par rapport à l'IA, c'est l'IA très bien, mais pour quel usage, pour quel cas d'usage, pour quelle entreprise, pour en faire quoi, pour quel gain, quels sont les bénéfices? Est-ce que je vais investir des millions d'euros pour faire un POC et puis derrière, rien? Ça, c'est les vraies questions que se posent les institutionnels aujourd'hui. Nous, en insider, on connaît très bien la problématique du monde de l'énergie. Et puis, dès le début, dans le monde de la blockchain, on est rentré dans le monde bancaire. Donc aujourd'hui, les mondes bancaires et énergétiques chez Exaion, les problématiques, les cas d'usage, les pain points à adresser, on les connaît. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à vous... Oui. Il y a une question au centre. Pardon? Oui, voilà. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. On parle beaucoup de ROI, de valeur. Alors, comment on fait justement pour mesurer, pour démontrer la valeur de l'IA au niveau d'un POC? Voilà. Olivier. Nous, de toute façon, ça c'est quelque chose de, c'est ce qu'on vend à nos clients. Clairement, je rejoins totalement l'avis qui a été partagé, c'est que nous on vend du ROI, c'est pas juste pour se faire plaisir. Donc on va définir un certain nombre d'indicateurs au démarrage du projet. On va suivre ces indicateurs pour voir si effectivement la valeur apportée. Nous, j'ai deux, on va dire, grands indicateurs qui vont se dessiner. Ça va être purement du ROI financier. Donc ce que vont attendre nos clients, ça va être des gains de productivité, diminuer le temps d'onboarding, par exemple, de nouveaux collaborateurs, l'efficacité opérationnelle. Ça va être des premiers types d'indicateurs qu'on va adresser, et d'autres indicateurs qu'on va suivre, ça va être plutôt sur l'aspect qualitatif. Donc c'est l'état de mes bases de connaissances, donc le niveau d'obsolescence versus le niveau de data à jour, et aussi la partie satisfaction client, utilisateur ou clients finaux. C'est OK, je mets une solution. Est-ce que je vois du NPS par exemple qui augmente, un taux de résolution, j'allais dire assisté par l'IA qui augmente, etc.
Fatih. Moi, j'ai un ajout aussi là-dessus. On a un ROI, nous, qui est très clair dans le groupe EDF sur l'IA. Alors, ici, on n'est pas dans le cas précis de l'IA Gen, mais on est dans l'IA historique. On fait de la maintenance prédictive de centrales nucléaires, nous, avec l'IA. C'est-à-dire qu'on a pris, sur ces 50 dernières années, tout le catalogue d'erreurs qu'on a identifié dans les data centers du groupe, dans les centrales nucléaires du groupe EDF. Ça, on l'a plugué à une IA à travers une filiale du groupe qui s'appelle Metroscope. Et en fait, cette IA, à travers aussi des capteurs IoT, elle analyse en permanence ce qui se passe dans une centrale nucléaire. Et dès qu'elle capte des signaux faibles, qu'elle a déjà identifiés, qu'elle a combinés à d'autres signaux faibles, et qui, par le passé, mis bout à bout, ont entraîné en fait la fermeture d'une tranche ou d'une centrale, aujourd'hui, en fait, on arrive 6 mois, 1 an à l'avance à savoir d'où vient le problème potentiel pour arrêter, pour justement éviter d'arrêter la centrale nucléaire et effectuer en fait les modifications à faire dans la centrale sans avoir arrêté une tranche. Et une centrale arrêtée, c'est 1 million d'euros par jour. Donc quand vous arrivez à éviter, et c'est déjà le cas aujourd'hui, 6 mois d'arrêt pour une centrale nucléaire, je vous laisse faire le calcul, mais ça devient tout de suite énorme pour un groupe qui gère plus de 55 réacteurs aujourd'hui en France. Antoine, et puis peut-être un mot aussi de Cécile. Alors, peut-être un point complémentaire. Alors d'abord, j'ai une mauvaise nouvelle. Pas de ROI sur des POC. Donc nous, on ne fait pas de POC parce qu'en gros, on considère qu'il y aura de fait pas de ROI, quoi. Il y a un ROI uniquement si on se met dans la perspective de transformer un processus par l'IA et que quand on va l'industrialiser, là on aura un réel ROI où on peut viser, évidemment ça dépend de la taille de groupe, on peut viser 10 millions, 50, 100 millions de ROI, mais uniquement si on s'est mis dans cette perspective-là d'industrialisation d'un processus par l'IA. Donc ça, alors comment on s'y met? Effectivement, on peut démarrer par, disons, une sorte de POC ou de MVP, enfin vous l'appelez comme vous voulez. On va pas industrialiser un processus tout de suite parce qu'effectivement il y a du change, il y a plein de trucs, quoi. Mais en revanche, dès le début, on va fixer des KPI qui sont pas liés à l'IA, qui sont liés au processus. Alors le processus peut être un processus d'IA pour optimiser du support IT, du temps de développement de modèles, etc. Mais dès le début, en fait, on va définir les KPI qui sont liés au processus, qui doivent être améliorés. Et en faisant ça, en fait, on est quasiment garanti, un, de sélectionner les bons cas d'usage, et deux, que si ça marche, enfin, si l'IA apporte de la valeur, en gros, ça va scaler, il y aura un ROI qui sera, suivant la taille de l'entreprise, en millions, en dizaines de millions, en centaines de millions d'euros. Donc ça marche. 2 exemples concrets. On a aussi des sujets maintenance prédictive dans le nucléaire, beaucoup plus spécifiques, sur les tubes d'échange de vapeur en sortie de réacteur, optimisation des modèles, réduction de 35% du temps de maintenance. Donc ça, c'est très concret, et le temps de former un analyste, c'est 15 ans, donc c'est très très concret et ça fait gagner du temps chez EDF. Deuxième, dans le monde bancaire, sur des sujets plus de pilotage de fraude ou d'impayé. Premier test, on voit qu'on gagne à peu près 5% de fraude, 10% de chiffre d'affaires, mais les KPI sont définis dès le début. On sait que quand ça scale, ça va automatiquement générer plusieurs millions d'euros de ROI. Sur la partie cyber, Cécile? Oui, sur la partie gestion des données, ouais. Cybersécurité, du coup, moi, ce que je peux apporter comme réponse, c'est, nous, ce qu'on voit aussi, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer le succès d'un projet d'IA et d'un POC aussi, parce que bon, il y a beaucoup de startups qui passent par des POC et qui sont un peu obligés de le faire. C'est quelles sont les données qu'on a pu brancher sur ces IA-là. Donc, déjà passer d'un POC à une solution en production, faut qu'on soit capable de brancher des données, que le client veuille bien brancher ses données dessus. Et ça veut dire aussi être en confiance et avoir des bonnes mesures de sécurité sur ces données. Et aussi parce que plus on a de bases de données ou de données qui sont branchées à ces IA-là, plus les modèles vont être performants. Et nous, une chose, ce qu'on voit, hein, c'est que, ce qu'on sait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne sécurise pas de la même manière une base de connaissances qui va servir à faire du RAG qu'un dataset de training ou de fine-tuning. Et du coup, il y a besoin quand même de technologies pour faire cette sécurisation correctement et surtout que ça soit facile et rapide à intégrer pour les fournisseurs d'IA qui ont aussi beaucoup d'autres choses à faire que la cybersécurité. Donc voilà, aussi, plus on a de données, plus les entreprises vont libérer leurs données et pouvoir les mettre dans ces applications-là, plus les résultats seront là, quoi. Alexis ? J'ajouterai un dernier point. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais quand on parle de projet IA, que ce soit un POC, un MVP ou même une mise en production, on intègre souvent 2 catégories de personnes, on va dire, dans l'entreprise, l'IT, mais aussi les business. Et quand on
Chez Cinequa, quand on répond par exemple à un POC ou un MVP parce qu'il y a un besoin, ça vient d'un besoin généralement business. Comment je fais pour avoir une vision globale de toute ma production sur un Airbus? Comment je fais pour retrouver toutes les informations correspondant à des tests cliniques? Ce genre de choses. Donc c'est vraiment sur des sujets qui sont verticalisés dans lesquels on implique les business. Et l'avantage, c'est qu'au moment où on fait généralement des follow-up et des suivis ou des retours sur les POC, on fait à chaque fois intervenir et intégrer l'IT, mais aussi les business users. Et généralement, avec des enquêtes NPS et d'autres, ce sont quand même les business users qui, eux, vont dire « ça m'a apporté... je sais pas, j'ai gagné 20 minutes, 30 minutes par rapport à d'habitude. » Et c'est aussi ça qui fait le succès d'un POC et aussi le calcul du ROI, ou en tout cas de l'intérêt et de la valeur qu'on va apporter. Très court, Antoine. Ouais, très court, puisque c'est fini, mais c'était pour rebondir sur une question qu'il y a eu à la table ronde d'avant ou juste dans l'échange d'avant. Le ROI, il est aussi quelque part vis-à-vis des entreprises que vous pouvez supporter au sens permettre de grandir. Donc voilà, que ce soit cette table ronde ou celle d'avant. J'ai interrogé un peu notre agent IA et je lui ai demandé quelles sont les dépenses IT du CAC 40, donc c'est entre 50 et 100 milliards à peu près. Donc si typiquement on parlait des questions de budget, de comment vous les mettez, typiquement si vous réservez 5 ou 10% de ces 50 à 100 milliards à pas que uniquement les je sais pas combien on était, 15 entreprises qui sont venues sur les tables rondes, je pense que c'est à peu près 10 fois le chiffre d'affaires que la totalité de ces entreprises sont. Donc, effectivement, Exaion a la chance d'être relativement intégré au sein d'EDF, de comprendre le business, d'être financé, etc. C'est un cas qui est incroyable et exceptionnel en termes de développement. Mais effectivement, si dans l'engagement et dans les échanges que vous pouvez avoir aujourd'hui, vous préservez en gros 5 à 10% des dépenses IT pour des entreprises qui sont européennes, en gros, ça financera à peu près autant que ce que peut avoir comme financement OpenAI et Anthropic. Oui. Dernier mot, Mick, pour conclure. Oui, peut-être il y a un point qui n'a pas été abordé, mais qui est corollaire à la question d'avant. On fait des POC dans les entreprises, on est obligé. En IA, Antoine, même si tu ne fais pas un POC, les projets sont forcément itératifs. Il y a forcément un début de quelque chose pour prouver que ça peut marcher. Bien sûr, on est obligé. C'est un passage obligé. Par contre, le gros point, c'est qu'une fois qu'on a défini les KPI, je crois que c'est toi qui en parlais, Alexis, qu'on montre que le POC fonctionne bien, qu'on montre que tous les KPI sont ouverts, qu'on estime qu'on va pouvoir gagner, selon la taille de l'entreprise, des dizaines, des centaines de milliers ou des millions d'euros éventuellement. Pourquoi on ne passe pas à l'échelle ? Mais les amis, c'est une bête question budgétaire. Pourquoi est-ce qu'il faut repasser par un board de l'entreprise au moment où il faut vraiment investir ? Pourquoi, au lieu de négocier 50 000 balles pour faire un POC avec votre comité de direction ou votre comité exécutif, vous ne négociez pas directement 20 à 50 fois ce budget-là dès le début ? Et en disant, pour l'instant, on prend une enveloppe de 50 000, mais on sait qu'on a peut-être 200 000 devant nous. Je vous donne des chiffres pour l'exemple, qui ne valent rien. Soyons bien d'accord, ce n'est pas un engagement contractuel. Oui, parce qu'on s'appelle Orange quand même. Donc, on prend que l'enveloppe de 50 000 et ensuite il y a un go-no-go pour dire le POC, tous les KPI sont ouverts, donc on poursuit. Mais il n'y a pas un nouveau comité d'investissement parce qu'on y perd notre temps et qu'à ce moment-là, tout s'arrête. Il y a un problème de gouvernance, il me semble, sur ce sujet-là aussi, qui renvoie avec la question de la culture, notamment des dirigeants sur ces sujets. Merci à vous. Voilà, c'était un temps un peu restreint. On peut applaudir chacun de nos intervenants.